Monsieur le directeur général de la COP. C'est un immense bonheur pour moi de me tenir devant ce beau public pour vous entretenir sur ce sujet d'endogénisation de la commande publique. Je tenterai de répondre à ces trois questions. C'est quoi? Pourquoi? Et comment? Pour répondre à la question de quoi, nous sommes dans un contexte particulier caractérisé par un changement de régime politique. Comme le disait Mamir Ouad, c'est les jeunes au pouvoir. Les Sénégalais ont choisi de porter à la présidence de la République M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a adopté comme nouveau référentiel de politique publique la stratégie de transformation civique, l'agenda 2050. Et dans cette stratégie, que j'espère que vous avez eu l'avantage de lire, à l'axe 2 de cette stratégie, il est envisagé d'orienter le développement du capital humain, la qualité de la gouvernance et l'équité sociale, mais également articuler les prioritairement pour l'amélioration du système éducatif. En cohérence avec cette stratégie, M. le directeur général ici présent, une fois nommé, a décidé d'inscrire au cœur de sa vision de développement de l'ouvre de la commande publique l'endogénisation de la commande publique. Comme le disait l'empereur Cicéron, pour ne pas aller en guerre, essayons de définir les mots. Pour définir commande publique, si la répression est l'âme de l'enseignement, je vais revenir avec vous en salle de classe pour reprendre le code des marchés publics en son article 4.28 qui définit les marchés publics comme étant un contrat à titre onéreux entre une autorité contractante et un candidat pour la réalisation de ses travaux, pour la fourniture de services physiques ou intellectuels, mais également pour l'acquisition de services pour ses besoins. Donc, un marché public suppose forcément la disponibilité de crédit parce qu'on achète. À côté des marchés publics, nous avons un autre levier qu'on appelle les contrats de partenariat public-privé. Et les contrats de partenariat public-privé ne sont pas définis par le code des marchés publics, mais par la loi 2021-23 du 2 mars 2021 portant sur les contrats de partenariat public-privé que le docteur Moussa Fadjité, ici présent, et moi-même avons eu l'avantage de participer à la conception. Cette loi définit le contrat de partenariat public-privé comme étant premier critère matériel, un contrat à titre onéreux, un contrat à durée déterminée, un contrat entre une autorité contractante et un opérateur économique. Et selon les modalités de partage des risques, le mécanisme de rémunération du partenaire privé et le risque transféré qualifié soit de contrat de partenariat public agrément public ou contrat de partenariat public agrément par les usagers. Si les risques substantiels sont supportés par le partenaire privé, nous sommes dans un contrat de partenariat agrément par les usagers. Parce que dans ce cas d'espèce, c'est l'usager qui paye. C'est le user who paye, user payé. Par contre, si nous sommes dans un contrat où les risques substantiels sont supportés par l'État, nous sommes dans un contrat de partenariat public agrément public parce que c'est l'État qui paye à la place de l'usager. Ces deux formes contractuelles, à savoir les marchés publics et les contrats de partenariat privé, constituent les deux catégories contractuelles de la commande publique. Donc, je peux me permettre de dire que par contrat de la commande publique, on entend l'ensemble contractuel qui regroupe les marchés publics et les contrats de partenariat public-privé. Le législateur sénégalais a décidé, avec la loi 2022-08 du 19 avril 2022, de confier la régulation de ces contrats à l'autorité de régulation de la commande publique, qui est née sous les centres de l'ARMP. Quant à l'endogénisation, j'ai essayé d'interroger le Michel Robert qui considère qu'il s'agit quelque chose de développer quelque chose de manière interne, en particulier dans une approche économique. Donc, appliqué à la commande publique, ce concept désigne
la volonté de développer la participation du secteur privé national à l'exécution des marchés financés par les deniers publics, mais également par les bailleurs. Donc ce concept, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que j'ai entendu pour la première fois dans cette salle de la bouche de Michel le directeur général, permettra de retenir la valeur ajoutée dans l'économie sociale, mais également de stimuler l'emploi national et bâtir une souveraineté économique qui est visée par la vision 2050. Mais pourquoi nous devons aller vers cette endogénisation de la commande publique? D'abord, dans tous les pays, le secteur privé est moteur de la croissance. Si on décide de confier nos marchés à nos entreprises secteur privé, nous aurons comme conséquence que les revenus vont rester au niveau national. Si nous décidons de confier nos marchés aux entreprises étrangères, nous aurons des infrastructures, mais une bonne partie des revenus seront extravertis. Et malheureusement, il est tristement célèbre de constater que l'essentiel de nos marchés sont gagnés pour, en tout cas, les gros montants par des entreprises étrangères. Également, la commande publique joue un rôle décisif dans la répartition des richesses parce qu'elle représente 60% des dépenses d'investissement. L'essentiel des dépenses d'investissement sont réalisées sur la base des contrats de la commande publique. Cette volonté est renouvelée à travers la stratégie de transformation systémique. De ce point de vue, si on décide de faire passer ces contrats sous le nez de nos entreprises privées, soyons prêts à en assurer les conséquences. Si nous analysons les données du système, déjà en 2022, parmi les données publiées, nous avons 3766 plans de passation des marchés publics qui ont été publiés. Aujourd'hui, si vous vous baladez dans certains chantiers de travaux publics, notamment la nuit, vous constatez, je ne citerai pas de nom pour stigmatiser, des chantiers de BTP où vous allez y trouver des ouvriers qui ne sont pas de nationalité sénégalaise, ni de nationalité appartenant à des pays membres de l'UEMOA. Et malheureusement, nous le faisons dans un contexte où le taux de chômage augmente. Conséquence, est-ce que ce n'est pas ce qui a provoqué que certains jeunes diplômés se bousculent dans les ambassades pour chercher le visa pour aller à l'école? Donc, pour permettre de faire acquérir une bonne partie de nos ressources humaines, de notre jeunesse, la commande publique nous offre l'opportunité de dire que l'essentiel de ces jeunes qui ont péri en mer pourrait peut-être être capté dans les chantiers de BTP. Et hélas, très regrettablement, aujourd'hui, les données sont catastrophiques. Le taux de chômage est à 20,3%. C'est l'ANSD qui parle en 2024. C'est pourquoi on a décidé de léger d'aller vers l'endogénisation de la commande. Mais pour le faire, il a d'abord interrogé l'existant. Et ce cas de référence est porté par la loi 2022-07 du 19 avril 2022 portant modification du code des obligations d'achat. Cette loi a modifié le COA pour créer l'autorité de régulation de la commande publique sur les centres de l'ARD, mais également par la même occasion confier à la COP la mission de promouvoir le développement durable. Le développement durable, pour rappel, consiste à assurer le développement tout en prenant réellement l'environnement et l'écosystème dans ses dimensions économiques, sociales et environnementales pour les générations futures. Et dans sa dimension économique ou sociale, ça adresse l'accès à la commande publique de nos secteurs privés. Mais cette loi a fait l'objet de deux déclarations. Le décret 2023 832 du 5 avril 2023 portant organisation et fonctionnement de la COP, mais également le décret 2022-22-21 du 28 décembre 2022 portant code des marchés publics. À côté de ces référentiels des marchés publics, nous avons, depuis 2021, la loi 2021 du 2 mars 2021 relative au contrat de partenariat privé, mais également son réglementation 1443 du 27 octobre 2021 portant application de cette loi sur les contrats de partenariat privé. À côté de ces référentiels qu'il vous plaira de lire tout à l'heure dans les recueils qui vous seront remis gracieusement par les directeurs généraux, vous pouvez vous intéresser un peu à la littérature sur la question.
parce qu'il y a certains autres qui se sont intéressés à la problématique. J'ai pensé au professeur Kassé, Moustapha, qui fut doyen de la faculté des sciences économiques de Dakar, a publié un ouvrage, Le secteur privé sénégalais, Jean Lefebvre de l'émergence, ouvrage que j'ai cueilli de mon professeur à l'État que j'ai décidé de ne pas réfugier. Dans cet ouvrage, le professeur analyse les facteurs qui empêchent le développement du secteur privé national. Mais également, je vous encourage à lire et d'en faire votre première l'ouvrage du, cette fois-ci, pas le directeur général de la COP, mais du docteur Moustapha Djité, qui, non moins, DG de la COP, sur les partenariats privés au Sénégal, entre logique de puissance et logique marchande. Dans cet ouvrage, vous allez voir quelles sont les possibilités qui sont offertes aux entreprises du secteur privé de prendre des parts dans les sociétés de projet. Mais également, vous allez y voir quelles sont les opportunités qui sont offertes aux entreprises du secteur privé de faire des offres d'initiatives privées de préparation et également de réalisation. Je n'ai pas évoqué son ouvrage sur le contrôle de la régularité des décisions de l'ART par la Cour suprême, qui, effectivement, pour des éléments jurisprudentiels, sont intéressés sur les critères qui permettent de promouvoir les paiements. Après cette revue de la littérature, il me plaît maintenant de vous dire, dans notre plan positif, qu'est-ce qui est prévu par rapport à ce secteur privé. D'abord, si vous interrogez l'article 8 du Code des marchés, l'article 6 du Code des marchés publics, par rapport à la planification de la participation des marchés publics, il est prévu que chaque autorité compétente, en principe, doit réserver 5% de son budget en valeur pour donner ces marchés-là aux entreprises de l'économie sociale et solidaire, au paiement national, y compris les paiements à la direction publique. Et dans ces 5%, les 2% sont exclusivement réservés aux femmes. Mais également, si vous lisez l'article 8 du Code des marchés publics, depuis 2022, on a rendu maintenant obligatoire l'allotissement. Qu'est-ce que c'est que l'allotissement? C'est un rappel. Il s'agit ici de répartir un marché en différents lots pour permettre aux petites et moyennes entreprises de solutionner. C'est ainsi qu'on parle d'allotissement géographique, mais également d'allotissement par rapport des aides. Vous avez aussi l'article 47 qui encourage le groupement. Le groupement peut être solidaire ou conjoint. Il s'agit ici pour plusieurs entreprises de secteur privé sénégalais de regrouper leurs forces pour aller à la conquête de marché. Là aussi, 47 l'encourage, mais aussi 48. Dans l'hypothèse où le savoir-faire, la capacité de réaliser le marché n'est pas liée aux autres entreprises, une entreprise étrangère qui accepte de sous-traiter à nos entreprises jusqu'à 40% est encouragée et que ça ouvre la voie à des marchés de préférence. L'article 60 encourage qu'on puisse intégrer des clauses pour promouvoir les paiements. Mais également l'article 50 du Code des marchés publics prévoit ce qu'on appelle les marges de préférence. Vous savez, lorsque le marché est financé sur la base du budget de bailleur de fonds, c'est lancé par l'appel d'offres international. Dans ce cas d'espèce, lorsque vous êtes une entreprise de droit sénégalais ou appartenant à un pays membre de l'Union, ou bien si vous utilisez des structures, des services ou des ressources humaines au niveau national, vous bénéficiez de cette marge de préférence de 15%. Donc c'est pour encourager à nos entreprises étrangères au moins de prendre les fruits du chez mais aussi de recruter au niveau des Sénégalais et des ressortissants des pays de l'Europe. Vous avez aussi le 114 qui exonère de la fourniture de garantie de solution. La garantie de solution, je rappelle, est une pièce qui est obligatoire pour les marchés en principe. Cependant, pour les marchés de moins de 50 millions, on peut exonérer la production de garantie de solution. Vous avez aussi l'article 52 du Code des marchés publics. Cet article prévoit que lorsque le marché est financé par le budget national, seules les entreprises sénégalaises et celles appartenant au pays membres ont le droit d'y participer. Mais, dans cette compétition nationale, on applique une marge de préférence de 15% aux sociétés coopératives, mais également à certains secteurs. À côté de ces mécanismes qui sont mis en place par le Code des marchés publics, vous avez la loi sur les contrats de partenariat public, notamment son décret d'application. Dans ce décret d'application, lorsque un projet PPP est en deçà de 5 milliards, seules les entreprises de droit sénégalais et les pays membres de l'Union ont le droit d'y participer. C'est une réservation. Mais en plus de ça,
Lorsqu'on arrive à la création de la société de projet qui est censée réaliser le marché, on est obligé de réserver 33% aux entreprises sénégalaises. Aujourd'hui, dans le capital de la société de projet, nos entreprises ont le droit d'y prendre jusqu'à 33% du capital. En plus de ça, si vous allez à l'article 29, du décret 1443, on a paramétré des mandats de préférence. Si vous décidez de sous-traiter aux entreprises sénégalaises, vous aurez 8% de mandats de préférence. Si vous décidez de sous-traiter à l'IPM, vous aurez 2% de mandats de préférence. Si vous décidez de sous-traiter à une entreprise qui recrute plus de 50% de femmes et de jeunes, vous aurez une marge également de 2%. Mais également, si vous acceptez d'aller en groupement avec nos entreprises, vous aurez une marge de préférence de 5%. Donc, c'est des mécanismes qu'on a prévus dans la réglementation. Monsieur le directeur général Moustapha Djité, lors de sa prise de fonction, après avoir regardé ce qu'offre la réglementation, il a dit que maintenant, comment on va faire pour que ces dispositions-là soient effectives? Autrement dit, comment faire pour opérationnaliser les mécanismes qui sont prévus par la réglementation, mieux même comment faire pour les améliorer. L'objectif de cette manœuvre, c'est d'abord de réduire la dépendance par rapport aux entreprises étrangères. Parce que si on donne nos marchés à nos entreprises, on va réduire la dépendance aux entreprises et on va soutenir effectivement la souveraineté économique. Mais aussi valoriser le savoir-faire locaux. Aujourd'hui, si quelqu'un a son diplôme de management marché, si vous ne lui donnez pas l'opportunité de travailler, quand est-ce que cette personne-là va acquérir le savoir-faire? Donc, il faudrait qu'on valorise le savoir-faire local. Mais on veut renforcer la capacité d'autodétermination. Parce que si on donne nos marchés en entreprise, ils vont créer de la richesse et la chaîne de valeur va se développer. Donc, au vu de tous ces objectifs, le premier axe de la stratégie du directeur général, c'était d'abord de créer un département qui s'occupe de la promotion du secteur privé. Le DG a entrepris l'identification des contraintes. D'abord, la première chose, pour aider quelqu'un, il faut identifier les difficultés. C'est le premier élément. Et pour l'identification de ces contraintes, le premier levier, c'est de lancer un questionnaire. Si vous allez sur le portail de la RAPOP, on a lancé un questionnaire, même vous pouvez répondre. Mais également de parler avec les bénéficiaires de la politique des acteurs du secteur privé. Une fois qu'on aura identifié les contraintes, on va aussi jouer sur l'information et la sensibilisation. Parce qu'on a noté que le défaut d'information est capital, donc il faudrait adresser cette question-là, mais aussi renforcer les capacités. Quatrième axe, la budget. L'ouverture des bureaux d'appui au secteur privé qui constituent l'opportunité d'accompagner de manière permanente les entreprises privées. Et une fois que ces budgets seront mis en œuvre, le DG dès son arrivée a nommé un chargé du suivi de la performance pour qu'on puisse faire l'évaluation de ces politiques. De manière pratique, il a commencé par recevoir de manière sectorielle les acteurs. Les premiers acteurs qu'on a reçus, c'est l'APIX, dont le président est ici présent, avec lesquels on a fait des réunions préparatoires et on a tenu l'atelier d'identification des objectifs. En présence des autres compétences qui sont censés donner les marchés, des autres organes de l'État comme la DCP et d'autres acteurs qui interviennent, mais également de nous. Ensemble, on a identifié les difficultés. La même chose, le DG l'a fait avec le syndicat des PTP. Le syndicat des PTP, entendez par là, le syndicat qui regroupe les entreprises de travaux publics, qui font partie des plus grands programmes d'emploi, qui se sont plaints beaucoup de choses. Le DG a reçu tous ces groupements pour entretenir la même démarche que nous avons avec la BIF. Et les quelques éléments de difficulté qu'on a commencé à relever, c'est la situation et incidence de qualification. Parce que aujourd'hui, dans le domaine des PTP, on devrait procéder à la classification des entreprises. Ce n'est pas encore fait. Mais également, les entreprises se sont beaucoup plaintes par rapport à la bureaucratie, c'est-à-dire l'accès aux pièces administratives et ces éléments-là pourraient être des contraintes. Les acteurs aussi se sont plaints beaucoup sur les questions de financement. Non seulement, vous savez, dans les l'État paye après ses lycées. Donc ils se sont plaints par rapport à l'accès au financement, mais aussi ils se sont plaints par rapport au paiement qui a eu des retards. Mais aussi, ils ont remarqué davantage de la destination politique pour mieux les accompagner.
la mise en œuvre de l'entreprise générale publique est engagée. Le processus est déclenché. Et vous qui êtes assistant en passation publique, nous comptons faire de vous des acteurs de cette effective de la légalisation.